Jusqu'à aujourd'hui, on avait un coupable idéal, en fait. On blâmait nos écrans, en boucle. On accusait les notifications incessantes, les algorithmes, bref, tout ce qui est conçu par des ingénieurs brillants pour capter notre attention. Ouais, c'est vrai que c'était super réconfortant de se dire qu'on était juste des victimes d'une technologie écrasante et hors de contrôle en somme. Exactement. On se déresponsabilisait un peu. Mais bon, si on reprend le fil de notre réflexion là, et qu'on regarde de plus près la réalité psychologique de l'esprit humain, une vérité vachement plus dérangeante émerge. Une vérité qui fait un peu mal à l'ego, oui. C'est ça. Et si le vrai problème ne venait pas de l'extérieur? Et si nos téléphones n'étaient finalement qu'une porte de sortie de secours, une simple échappatoire? C'est une excellente question, et c'est un renversement de perspective assez colossal. Ah, mais il faut vraiment décortiquer ça parce que ça change absolument tout. Il y a cette citation du poète britannique du XVIIIe siècle, Samuel Johnson, qui m'a marqué. Il disait « La vie est une longue échappée à soi-même ». C'est glaçant, mais tellement lucide. Totalement. C'est d'une précision chirurgicale. Ça introduit d'ailleurs l'idée centrale, et très inconfortable, de notre exploration en profondeur aujourd'hui. Ce que l'analyse des comportements nous montre, c'est que toute forme de distraction n'est en réalité qu'une tentative de fuir une situation inconfortable. Donc un pur mécanisme d'évasion. C'est exactement ça. On n'est pas attiré par la distraction en soi. On est poussé par une émotion, une anxiété latente ou juste un vide interne qu'on refuse catégoriquement d'affronter. C'est fou parce que ça remet en question toute l'industrie de la productivité. On passe un temps dingue et on dépense une énergie folle à optimiser nos agendas. On installe des bloqueurs de sites, des boîtes pour verrouiller nos téléphones. Oui, on chronomètre la moindre de nos tâches en espérant que ça réglera le problème. Voilà. Sauf que l'idée contre-intuitive ici, c'est que perdre son temps, c'est pas un problème de méthode. C'est avant tout un problème émotionnel. Gérer son temps, ce serait au fond gérer son mal-être. C'est très bien résumé. C'est comme accuser son téléphone de détruire notre concentration. C'est exactement comme accuser un thermomètre d'être responsable de la fièvre. J'adore cette analogie. Le thermomètre ne fait que refléter un état clinique interne, en fait. Casser le thermomètre n'a jamais guéri la moindre infection. C'est clair. Donc, jeter son téléphone par la fenêtre ne règle pas l'angoisse de fond. Pas du tout. Si cette fièvre interne, cette espèce de tension psychologique est toujours là, l'esprit humain est d'une ingéniosité redoutable pour trouver une autre fuite. Ah oui, sans écran, on va trouver autre chose. Absolument. On va se mettre à lire frénétiquement les ingrédients au dos d'une boîte de céréales, ou on va réorganiser son bureau pour la 10e fois de la journée. La fameuse réorganisation du bureau quand on a un dossier urgent à rendre, on la connaît tous. C'est ça. La vraie maîtrise de soi, ça passe pas par la suppression de l'outil. C'est l'apprentissage de la tolérance. Apprendre à naviguer cet inconfort interne plutôt que de chercher l'anesthésie immédiate. D'accord, mais la question qui se pose naturellement du coup, c'est de quoi elle est faite cette fameuse fièvre interne? Qu'est-ce qu'on cherche à fuir à l'intérieur de notre propre tête avec autant de désespoir? Eh bien, les recherches mettent en évidence 4 grands moteurs psychologiques. Et le premier d'entre eux, étonnamment, paraît d'une banalité affligeante, c'est l'ennui. Ouais, on se dit souvent que scroller sur les réseaux en attendant le bus, c'est juste pour faire passer le temps, c'est pas un traumatisme. Sauf qu'il y a cette étude fascinante de 2014, publiée dans la revue Science, le protocole était redoutable. Ils ont laissé des gens seuls dans une pièce vide, avec des murs blancs, pendant 15 minutes. Pas de téléphone, pas de fenêtre, Rien du tout. rien. Leur seule option, c'était un petit bouton. S'ils appuyaient dessus, ils s'infligeaient une décharge électrique douloureuse. Attendez, quoi? Oui, et ce qui est fou ici, c'est le choix que les gens ont fait. Logiquement, n'importe qui préférerait 15 minutes de repos silencieux à une douleur physique réelle. Ben oui, on rêve tous d'avoir 15 minutes de calme absolu dans nos journées. Eh bien non. Face à l'expérience concrète du vide, l'esprit panique. Les résultats ont montré qu'une proportion effarante de participants a délibérément appuyé sur le bouton pour ressentir le choc. Parfois plusieurs fois de suite. C'est dingue. Préférer la douleur physique à l'inaction, mais pourquoi? Il faut regarder au niveau neurologique. Quand on ne fait rien, le cerveau bascule dans ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Et loin de se reposer, ce réseau est hyperactif. Il scanne le passé, le futur, il cherche des problèmes potentiels. Donc l'ennui, c'est pas un état de calme. C'est le moment où le cerveau allume ses radars de détection des menaces. Exactement. L'inconfort de ce scan interne est si palpable qu'une décharge électrique devient une distraction bienvenue. Une sorte d'encre physique qui nous ramène au présent. C'est vertigineux de réaliser ça.
Ça explique pourquoi faire la queue au supermarché sans téléphone devient une vraie épreuve d'endurance. Mais si je comprends bien, pourquoi ce fameux radar interne choisit toujours de pointer vers nos problèmes? C'est une vraie question. Oui, pourquoi notre esprit ne décide pas de rejouer les meilleurs souvenirs de nos dernières vacances ou d'imaginer des trucs merveilleux? Il semble toujours attiré par nos inquiétudes, nos conflits. Et ça nous amène directement au deuxième grand moteur de notre insatisfaction, le biais de négativité. L'être humain est littéralement programmé pour accorder une attention démesurée aux choses négatives. Le verre à moitié vide par défaut, quoi. C'est ça. Et il faut comprendre que c'est inné. Des études montrent que même des bébés de 7 mois, qui n'ont aucune expérience de la dureté du monde, montrent déjà ce biais. Des 7 mois, c'est incroyable. Oui, face à différents visages, leur attention se fixe beaucoup plus longtemps sur la colère ou la peur que sur les sourires. Leurs ondes cérébrales s'emballent face aux dangers potentiels. Donc c'est vraiment installé dès le berceau. Et ça explique la fameuse évaluation annuelle au travail. On peut avoir 10 excellents retours et une toute petite critique. Et on efface les 10 compliments instantanément. Voilà, on passe la semaine à faire une fixation obsessionnelle sur cette unique remarque. Mais dans notre monde moderne où on ne risque plus d'être mangé par un prédateur, pourquoi c'est toujours aussi puissant? L'explication, c'est la survie de notre espèce. Dans la savane africaine, nos ancêtres qui survivaient, c'étaient pas les éternels optimistes émerveillés par un coucher de soleil. Cela se faisait dévorer pendant qu'ils regardaient le ciel. Exactement. Les survivants, c'étaient les anxieux. Ceux qui repéraient la moindre anomalie dans les buissons. Se souvenir d'une plante toxique, c'était une question de vie ou de mort. Alors qu'oublier un champ de jolies fleurs, bon, c'est pas très grave. Voilà. Notre cerveau actuel descend directement de ces survivants hyper anxieux. Le problème, c'est que ce détecteur de fumée hypersensible s'active aujourd'hui pour un email pro-ambigu ou un regard en coin dans le métro. Et ça crée ce mal-être physiologique qui nous pousse vers la distraction numérique pour faire taire l'alarme. C'est fascinant. C'est un cocktail redoutable. Et ça devient encore pire quand ce mécanisme se bloque sur le mode répétition. Ce qui nous amène au troisième moteur. La rumination mentale. Absolument. Non seulement on remarque le négatif, mais on a cette habitude de le rejouer en boucle. Le grand classique de la nuit blanche. Allongé à 2 heures du matin et l'esprit décide de projeter le film d'une conversation hyper gênante qui a eu lieu il y a 5 ans. C'est insupportable. Et c'est un moment où l'anxiété interne devient tellement assourdissante que scroller sur un écran apparaît comme la seule vraie solution. Mais pourquoi le cerveau s'inflige ça? Ça ressemble vraiment à de l'autosabotage? Ressasser un passé qu'on ne peut de toute façon pas changer, à quoi ça sert? Du point de vue de l'évolution, c'est loin d'être un bug. C'est un simulateur d'apprentissage impitoyable. Historiquement, être ostracisé par sa tribu équivalait à une condamnation à mort. Ah ouais, sans la protection du groupe, c'était fini. C'est ça. Donc quand on fait une erreur sociale, le cerveau rumine pour modéliser des scénarios alternatifs. Il veut s'assurer qu'on comprend bien la gravité de la situation pour ne jamais recommencer. C'est une sorte de mécanisme de sécurité pour préserver notre statut social en fait. Tout à fait. C'est très coûteux sur le plan émotionnel, ce qui explique notre besoin constant de nous en distraire, mais la fonction première, c'est notre survie au sein du groupe. D'accord, résumons le tableau de bord de notre esprit. On panique face à l'inaction, notre cerveau cherche le danger partout et il nous force à revivre nos erreurs pour nous instruire. C'est un terrain d'inconfort massif. Très massif, oui. Mais logiquement, une objection se lève. Si on règle nos problèmes concrets, ça devrait s'arrêter. Si je rumine sur l'argent et que je gagne au loto, tous ces signaux d'alarme devraient s'éteindre, non? C'est l'illusion la plus persistante de l'humanité. L'idée que le bonheur total réside juste de l'autre côté de notre prochain accomplissement. C'est le quatrième moteur, l'adaptation hédonique. L'histoire du tapis roulant, c'est ça? C'est la métaphore parfaite. Peu importe la vitesse à laquelle on court pour atteindre un but, le tapis nous ramène inévitablement à notre point de départ. Mais comment ça marche neurologiquement parlant? C'est l'homéostasie de la dopamine. Quand on atteint un objectif majeur, comme acheter la maison de ses rêves, le cerveau libère un pic massif de dopamine. On est euphorique. Mais les récepteurs s'ajustent très vite et notre niveau de satisfaction redescend. C'est ce qu'on voit avec les gagnants du loto dont on a étudié la psychologie. On imagine que gagner des millions efface tous les problèmes pour toujours? Les études menées depuis les années 70 sont sans appel là-dessus. Après une période d'euphorie de quelques mois, ces personnes déclarent un niveau de bonheur quotidien quasiment identique à celui d'avant. C'est incroyable, la joie s'évapore à chaque fois. L'esprit se remet en quête d'un nouveau but. Mais pourquoi on est fait comme ça? Si la nature avait permis à nos ancêtres d'être parfaitement comblés après un bon repas, l'histoire de l'humanité se serait arrêtée. Ils seraient restés assis dans leur grotte. Mère Nature a fait de la satisfaction permanente l'ennemi de la survie.
Le carburant du progrès, c'est notre incapacité biologique à rester comblé. Absolument. En écoutant tout ça, la conclusion semble terriblement sombre en fait. Si on est dominé par l'ennui, la négativité, la rumination et l'adaptation hédonique, on est piégé, comme des hamsters dans une roue émotionnelle défectueuse. C'est vrai que ça peut donner le vertige. Pas étonnant qu'on cherche à s'étourdir en permanence avec les écrans. Face à cette biologie impitoyable, la quête de la sérénité ressemble à un combat perdu d'avance. L'observation de ce fonctionnement peut provoquer du désespoir, c'est clair. Mais c'est ici qu'il faut opérer un basculement complet de notre grille de lecture. Et si ce mal-être n'était pas une maladie à guérir? Et si c'était quoi alors? Notre atout le plus précieux. L'insatisfaction perpétuelle n'est pas un bug de l'esprit humain, c'est sa fonctionnalité la plus essentielle. C'est l'énergie brute, le moteur de l'évolution et de la création. Sans cet inconfort constant, rien n'aurait été accompli. Exactement. L'agriculture a été inventée pour pallier l'angoisse de la faim. La médecine est née du refus de la douleur. Même l'altruisme vient très souvent du besoin de faire cesser l'inconfort généré par la souffrance d'autrui. L'inconfort n'est donc pas un obstacle, c'est une force créatrice phénoménale, le super pouvoir caché de l'insatisfaction. C'est une manière radicalement différente de voir les choses, oui. Si on transpose ça pour ceux qui écoutent, l'objectif n'est plus d'essayer de se débarrasser du mal-être, on peut arrêter cette quête épuisante du zéro stress car ça va à l'encontre de notre biologie fondamentale. Tout à fait. L'enjeu, c'est de reconnaître cette angoisse légère ou cet ennui comme un état naturel. C'est juste le moteur qui tourne au ralenti. Au lieu de fuir cette tension en saisissant son téléphone pour scroller, on peut choisir de ressentir cette chaleur interne, réaliser que c'est de l'énergie et la canaliser vers des actions qui ont une vraie valeur. C'est l'aboutissement logique. La véritable maîtrise de soi n'est pas l'absence d'envie de se distraire, c'est la clarté de la perception. Voilà. Ce ne sera pas une faiblesse de volonté, mais juste l'écho d'une machinerie évolutive. La tension interne existera toujours. Mais la différence monumentale, c'est que l'on sait enfin qui est aux commandes. On n'est plus obligé d'obéir aveuglement aux réflexes de fuite. On peut observer le signal d'alarme et choisir comment utiliser cette énergie. Exactement. C'est une pensée incroyablement libératrice. La fièvre interne sera toujours là, mais il nous appartient de décider comment exploiter cette chaleur pour avancer. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.